Domino Pizza a-t-il un avantage ou a-t-elle un avantage concurrentiel? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en date d'aujourd'hui. Ensuite, on fera la valorisation de ce business-là. On fait simple ici, on utilise le prompt de base que vous allez recevoir ici essentiellement dans le bootcamp. Je rappelle ici que les places sont limitées pour le bootcamp qui commence le 1er du mois d'octobre et la première revalorisation ici aura lieu aujourd'hui. OK? Donc, pour ceux qui veulent uniquement faire du stock picking sérieusement, apprendre à le faire sérieusement. Alors, la question est simple. Est-ce que cette compagnie a un avantage concurrentiel? Oui. La taille du mot est plutôt étroite et la direction est plutôt le mot est plutôt pas en décroissance, mais le mot est de moins en moins large, on va le dire comme ça. OK? Et ce mot-là est essentiellement ici dominé par la production à bas coût, donc essentiellement par rapport à l'échelle, l'envergure, et ainsi que les actifs intangibles. C'est bien de le mentionner. Maintenant, est-ce qu'on est en accord avec ça? Commençons par l'actif intangible. Domino détient ici détient une reconnaissance de marque mondiale en tant que plus grande chaîne de pizza au monde, renforcée par un rythme d'innovation marketing et de produits que des concurrents plus petits peinent ici à égaler. Et quand on dit ici reconnaissance de marque de la marque, c'est essentiellement, ça c'est en termes de publicité, etc. Est-ce que vous reconnaissez la marque Domino? C'est bien. Mais est-ce que ça se voit au niveau des chiffres? Parce que c'est bien d'avoir une marque forte, mais ça doit se voir au niveau des chiffres, au niveau de la stabilité des marges. Donc, on retient ça et on va aller vérifier. OK? C'est la plus grande chaîne de pizza au monde. En termes de quoi? Chiffre d'affaires, nombre de succursales. C'est très important de toujours se poser ce type de questions. Il ne faut pas juste qu'on se dise, ah oui, c'est la plus grande chaîne de pizza au monde. Oui, mais si c'est la plus grande chaîne de pizza au monde en termes de nombre d'employés, ce n'est pas forcément la plus grande chaîne de pizza au monde en termes de bénéfices. Ce n'est forcément pas la plus grande chaîne de pizza au monde en termes de succursales ou bien en termes de revenus. Donc, il y a plusieurs façons d'être la plus grande chaîne de pizza au monde. D'accord? Je continue. Mais dans une catégorie de produits largement sensibles au prix et aux promotions, cet actif de marque ne se traduit pas en un pouvoir de tarification aussi fort que dans d'autres secteurs. Donc, ici, oui, on a une marque, mais cette marque-là ne confère pas ici un pouvoir de négociation, un pouvoir de tarification ici fort. OK? Il faut l'identifier en date d'aujourd'hui. Maintenant, deuxième mot ici, c'est la production à bas coût. Et ça, c'est le cœur même du mot. C'est le pilier le plus solide et le plus explicitement mis en avant ici par Morningstar elle-même, dont les rapports récents portent des titres tels que l'avantage de coût de Domino ou l'échelle ici de Domino reste intacte. Donc, le modèle ici repose sur une chaîne d'approvisionnement propriétaire qui fabrique et distribue la pâte, les ingrédients et les équipements assez franchisé. Le terme franchisé est très important. On a fait la même chose, ce type d'analyse avec McDonald's. Et vous voyez qu'il y a des similitudes. Parce que vous allez vous rendre compte que vous retrouvez à peu près le même type de mode, dépendamment des secteurs d'activité. Ce qui veut dire ici que si je retrouve l'effet de réseau dans le secteur de la restauration, c'est un problème. OK? C'est une façon également pour vous ici de déterminer si le LLM vous raconte des conneries ou pas. Parce que comme je l'ai souvent dit, les IA ou bien les IA de frontières, les LLM sont entraînés pour vous raconter ici des conneries de manière convaincante. Donc, si vous n'êtes pas prêt, si vous ne savez pas comment faire pour vérifier l'information, vous aurez tendance ici à vous baser essentiellement sur des informations qui sont quoi? Erronées. Donc, c'est une compagnie ici qui est majoritairement qui est franchisée. Et donc, les franchisés achètent la pâte, les ingrédients. Et donc, ceci génère ici un flux de revenus récurrent et prévisible, indépendant ici des ventes en magasin elles-mêmes, combiné à une flotte issue de livraison interne qui évite les commissions de près de 15 à 30% que les plateformes tierces prélèvent sur chaque commande. Ce qui veut dire ici que Domino's, si vous commandez directement par l'application Domino's, livre elle-même ses pizzas. Et posez-vous la question aujourd'hui. Est-ce que c'est encore un avantage à l'ère de Airbnb, de Uber, DoorDash ou je ne sais pas quelle autre plateforme ici de livraison? Est-ce que c'est encore un avantage? La question est ouverte. Avant, ça en était un. Parce que si vous allez sur la plateforme, vous allez avoir tendance à payer des commissions un peu plus élevées. Et si vous allez sur la plateforme, ça veut dire ici que Domino's ne contrôle plus directement la distribution. Quand je dis la distribution, pas la distribution de la pizza, mais le lien entre elle et le client. Ce lien-là est délégué à Uber. C'est pour ça que je dis que Uber est dangereux pour les compagnies. Les applications ici de livraison, c'est très dangereux pour les compagnies ici, dans la restauration. C'est très dangereux. Parce qu'il y a un élément qu'elles ne contrôlent plus. Elles n'ont plus les informations par rapport aux clients. Ils savent juste qu'on a commandé, et puis basta. Donc, à l'ère d'aujourd'hui, c'est un mode qui va avoir tendance à s'affaiblir de plus en plus. Est-ce qu'elle détient son propre foncier?
Point d'interrogation. Allez vérifier. Donc, je peux déjà tirer la conclusion. À partir d'ici, je sais, il y a de grandes chances que cette compagnie soit en difficulté à l'ère actuelle. Donc, je continue. Le contre-positionnement ici, c'est un mot qu'elle avait qui est de moins en moins présent en date, qui sera de moins en moins présent demain parce que le choix délibéré de Domino's, je dis bien de conserver jusqu'à présent sa propre flotte de livraison et sa propre plateforme numérique plutôt que de basculer massivement vers les agrégateurs ici, comme l'ont fait ici Pizza Hut, Papa John's, constitue une forme réelle mais fragile de contre-positionnement. Donc, un concurrent qui a démantelé sa propre infrastructure de livraison au profit des agrégateurs ne peut pas facilement revenir en arrière sans investissement massif. Donc, ce pilier s'affaiblit cependant à mesure que Domino's elle-même intègre de plus en plus DoorDash et Uber Eats dans sa stratégie de distribution. Donc, une évolution qui érode progressivement ici la pureté de cet avantage. Et également, qui aura tendance à avoir une pression au niveau... Enfin, aura tendance à avoir un impact sur les marges. C'est déjà visible aujourd'hui. Maintenant, même si, en termes sectoriels, on va se dire ici que ce n'est ni mauvais, ni très bon dans ce secteur d'activité aujourd'hui. Il y a certaines entreprises qui se comportent bien. Mais comme d'habitude dans la restauration, parfois c'est une question de concept. Et les concepts ici ne sont pas durables. Par exemple, prenez une entreprise comme Brinker. Elle a un concept qui fonctionne très bien. Tôt ou tard, les gens vont copier et ça va avoir tendance également à mourir. Il faut constamment innover. C'est pour ça qu'il faut généralement privilégier les entreprises qui font quelque chose, qui font la même chose depuis très longtemps et qui sont très focus sur les coûts. Regardez McDonald's. Moi, je pense ici qu'il faut choisir une entreprise dans ce secteur. Ce sera McDo, mais encore dans le secteur de la restauration, vous avez des compagnies ici, les steakhouse, ce genre de choses-là, qui sont à peu près dans un segment un peu plus particulier. Mais grosso modo, ici, c'est une question de gestion des coûts. Le mot ici, l'envergure vous confère ici un avantage au niveau des coûts. Maintenant, si vous avez des franchisés, que vous gérez vos propres fonciers, c'est encore mieux. Parce que le client ici ne vient pas chez vous parce que c'est foncièrement très, très bon. C'est un rapport qualité-prix. Si ça coûte moins cher et que c'est mangeable, on va y aller. N'allez pas dans les affaires. Non, c'est meilleur là-bas. Oh, les amis, quand on a faim là et qu'on n'a pas d'argent, on privilégie avant tout ce qui peut nous permettre ici de remplir le ventre le moins cher possible. Voilà, c'est la masse. OK? Maintenant, du point de vue analyse, ça donne quoi? Croissance de revenus, très très bien. Ça provient d'où? C'est la question qu'il faut se poser. Marge brute, on a à peu près quoi? On a des marges brutes ici en décroissance. OK? Vous allez vous dire ici, oui, mais c'est juste 3 points de pourcentage. Mais on est dans la restauration, les amis. Et donc, quand on regarde les marges, l'impact sur les marges ici peut être dû à l'augmentation de l'inflation sur les coûts des produits, des matières premières. Et s'il y a inflation sur le prix des matières premières, que vous ne pouvez pas augmenter les prix, parce que vous êtes dans un business où, techniquement, vous devez avoir les coûts de production les plus bas pour pouvoir pricer la pizza à un prix qui peut vous ramener le maximum de clients possible. Donc, vous êtes toujours laser focus sur les coûts. Donc, quand on regarde ici les marges EBITDA, est-ce qu'on va dans le même sens? Les marges EBITDA sont plutôt stables. Ça veut dire ici que l'entreprise a fait quoi? Ça veut dire ici que les dépenses opérationnelles ont diminué. Ce qui a permis ici de compenser la baisse des marges brutes. Et si ces marges brutes-là ont diminué, ça peut également être dû au fait que l'entreprise ait vendu des segments, pas vendu, ait franchisé un grand nombre ici de restaurants en propre. OK? Parce que si vous avez les restaurants en propre ont souvent des marges brutes moins élevées. La franchise a des marges brutes plus élevées. Donc, quand vous êtes dans le domaine de la restauration, vous devez avoir ce type de pattern-là quand vous regardez les marges brutes. OK? Chaque secteur d'activité est différent, les amis. C'est pas la magie, ça chauffe pas. Donc, on va ici. EBITDA, c'est correct. Donc, ils arrivent à se gérer les coûts. C'est intéressant ce que je vois ici. Free cash flow par rapport au net income. On compare les deux, histoire de voir si les deux parlent le même langage. On les met sur le même graphique ici. Bim, badaboum. Et on constate ici que les free cash flow et les net income vont dans le même sens. C'est très bien. OK? Donc, on peut se dire ici qu'on peut prendre le PER ici de manière générale, le price to earning, pour estimer ici, pour faire une évaluation par les multiples de cette compagnie. Et pour le PER ici, on fait simple. Combien de fois les bénéfices le marché avait tendance à payer pour ce genre d'entreprise? 25 fois les bénéfices. On paye 25 fois les bénéfices pour une entreprise qui est de plus en plus en croissance. Mais est-ce qu'il faut payer 25 fois les bénéfices en date d'aujourd'hui? On ne peut pas trancher. Pourquoi? Parce que quel est le taux de pénétration de manière générale de Domino Pizza dans son domaine d'activité précis? S'il n'y en a que 10% de part de marché, il y a encore un boulevard devant elle. OK? Si elle a déjà 20, 30, 40% de part de marché, là, c'est un peu plus compliqué. Et dites-vous ici que les barrières à l'entrée ne sont pas élevées. Et elles sont encore moins élevées en date d'aujourd'hui, surtout quand on a la distribution.
Avant, pour concurrencer Domino Pizza, il fallait également être capable de livrer. Aujourd'hui, j'ouvre ma pizzeria à la maison tranquillement. Ici, je me mets sur DoorDash, Uber Eats, boum. C'est tout. Donc, en fait, le bon business, c'est de contrôler la distribution. Et qui contrôle la distribution? Merci. Donc, je ne paierai pas plus de 20 fois les bénéfices ici. Et encore, ça c'est parce que je pense qu'on peut m'avoir une certaine croissance au-delà de 5%. Maintenant, dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on observe? Dette nette sur EBITDA, on a quelque chose ici en dessous de 5, 4.4. Donc l'entreprise est assez endettée en date d'aujourd'hui. Et ça doit s'arrêter. Donc il n'y a plus de marge de manœuvre ici pour prendre de la dette en date d'aujourd'hui, sauf si l'EBITDA augmente du point de vue volume. Le nombre d'actions diminue de plus en plus, très très bien. Quand on regarde ici la dette nette du point de vue volume par rapport au free cash flow, on peut repérer la dette nette avec les free cash flow ici en moins de 10 ans. Et donc, c'est intéressant. C'est bon. OK? Qu'on reste en dessous de 10, c'est bon. C'est parfait. Donc, je me vois ici. Je ne vois pas cette compagnie dépasser les 6 milliards de dette nette. Encore que, il faudrait qu'on regarde ici les SBC parce que oui, ça peut être également une compagnie qui est parfois caractérisée de compagnie technique, de compagnie dans le domaine de la tech. Donc, on a 1% de marge de SBC par rapport aux revenus. Quand on regarde les marges de free cash flow ici, ça donne à peu près quoi? On a les marges de free cash flow, 11, donc à peu près 12%. Donc, ça va, c'est correct. C'est assez correct ici. Donc, 20 fois les bénéfices. Alors, je reviens donc ici. Je prends Fastgraph. Je ne paye pas plus de 20 fois les bénéfices. Ça veut dire ici que je suis même assez gentil. Est-ce que c'est un business assez prévisible? 90%, 100% du temps, les analystes font de bonnes prévisions par rapport à ce business. J'aime ça. Ensuite, on regarde ici sur les attentes des analystes qui ont... Voilà, en disant que c'est plutôt stable. Même si par rapport à il y a un an, on a une légère diminution, mais ça reste plutôt stable en date d'aujourd'hui. OK? Donc, business assez prévisible. Les attentes qui n'ont pas beaucoup changé ici. 20 fois les bénéfices de 2028, ça fait 452 $, moins la dette nette. Aujourd'hui, 452 moins la dette nette, 1, 2, 3. 452 moins 140 de dette nette, 452 moins 1, 4, 0. Ça donne ici 312 $ l'action. Donc pour moi ici, cette compagnie va m'intéresser en dessous des 312 $. Et s'il faille même que ça m'intéresse en date d'aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il y a peut-être comme des opportunités de croissance en termes de chiffre d'affaires et en termes d'augmentation des marges. C'est ça qui me permet, c'est ça qui m'encouragera ici à changer d'avis sur cette compagnie par rapport à mon price target. Donc je mets ici 312 $. Voilà. Je mets la date d'aujourd'hui. Voilà. Et on ajoute quoi? L'élément qu'on a pris pour valoriser ce business. On a pris X20 BNF 2028. Ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me donne pleinement et royalement le droit de me tromper. On va me poser la question de savoir ici. Et le dividende, tirez vous-même les conclusions. 2,37% de dividende en date d'aujourd'hui, elle peut reverser 5,50. Donc il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Et si les bénéfices nets attendus en 2028 ici se réalisent par rapport au prix actuel, grosso modo ici on attend à peu près 23 $, j'arrondis bien sûr, 3,35, ça donne à peu près un rendement sur coût de 6,8%. Donc le dividende pourrait continuer à croître. Là, c'est notre plafond de verre. Si on distribue même 80% de ce montant-là, ça donne à peu près 5,4. Donc, admettons qu'elle augmente, elle peut doubler même son dividende d'ici l'année prochaine, et ne même pas, d'ici 2028, et ne même pas atteindre 100% de distribution. Mais n'oubliez pas, le dividende qu'elle distribue, il y a également le rachat d'actions derrière, donc le buyback, le shareholder yield est sans doute plus élevé que ça, s'il y a le remboursement de la dette. Bref, ça reste une entreprise, OK. Maintenant, à vous de voir si vous voulez acheter ou pas du tout. Ce n'est pas le but de cette vidéo, vous dire si vous devez acheter ou pas. D'accord, chacun fait ce qu'il veut. Le but ici, c'est de déterminer est-ce que c'est une entreprise qui mérite avoir une place dans ma watchlist. Et ma réponse ici, ici est oui. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, ici, vous avez le lien vers le bootcamp qui commence le 1er du mois d'octobre. Uniquement destiné aux personnes ici qui veulent apprendre à faire du stock picking sérieusement. On analyse directement une entreprise. De toute façon, il y a une vidéo à l'intérieur. Allez-y, regardez. Et rappelez-vous d'une chose. Nous sommes mardi, le 18 du mois de août 2026. Donc, à partir de demain, on aura un tarif un peu plus élevé. Maintenant, à vous de voir si vous voulez attendre demain. Moi, ça me ferait plaisir que vous attendiez demain. D'accord? Donc, on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et laissez-moi savoir également en commentaire parmi vous qui détient du Domino Pizza depuis au moins, disons, 2020. Non, avant 2020, 2018, 2017 par là.
Juste pour voir à peu près quel est le pourcentage de personnes ici qui connaissent cette compagnie depuis avant 2020. Parce qu'après 2020, ici, tout le monde parlait de dividendes, machin, caca. Voilà. Donc, c'est une entreprise intéressante pour ceux qui veulent un dividende de manière générale, si ça vous intéresse ici. Mais bon, en termes de price target, comme je l'ai dit ici, il y a des éléments, en termes de performance globale à long terme, sauf spéculation extrême ici, on va se dire que pour le moment, on va essayer de regarder si le marché n'a pas mieux à proposer. Et vous connaissez ma chanson, matin, midi, soir. Vous savez où est-ce qu'elles se trouvent, les entreprises matin, midi, soir. Merci, au revoir.